La soupe à la fourchette de Jean Anglade. « Hé, où allez-vous tous les deux » cria le garde champêtre. « On descend à Murat, dit le père Roufiat. On va choisir un drôle ou une drôlette. » Bien sûr, le garde champêtre était informé de la venue de ces petits réfugiés marseillais. Le chemin rocailleux descendait entre les pâturages, broutés par les vaches rouges. Quelquefois, les 4 fers de Baptistou, l'âne, arrachaient des étincelles aux cailloux. En 39, la réquisition avait pris Nénès, leur cheval. Et pour quoi faire, grand Dieu? Pour aller combattre les tanks allemands, sa chair contre leur acier, si bien qu'ils n'avaient plus à présent que cette bourrique s'ils voulaient voyager attelés. Le garde champêtre leur crie « Sinon, gare au choléra, hein. Marseille est une ville infestée de maladies. Ça vient des moustiques. » Louise et Léonce avaient eu un garçon et 2 filles. Et au décès de son beau-père, en 1926, Léonce devint le patron de la ferme. La ferme s'appelait le Quérol. Si bien qu'avec Jeff, l'ouvrier agricole polonais, et la femme de Denis, le Quérol nourrissait 7 bouches. Le curé, dimanche, annonça une bien étrange nouvelle dans son sermon. « Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous cuisez vos tourtes, votre pain blanc, tous les jours, vous produisez votre lait, votre beurre, vos fromages, vos volailles, vos œufs, vos pommes de terre. Vous élevez 1 ou plusieurs cochons. Bref, malgré ce qui vous prend la réquisition, vous ne manquez de rien. Pendant ce temps, les gens des villes souffrent de la faim et du froid, les enfants surtout. Ces enfants qui sont la France de demain et qui ont du mal à grandir normalement. Les voilà rachitiques, souvent tuberculeux, faute de nourriture. Après la guerre, comment notre pays se relèvera-t-il avec cette génération de malingres et de crapoussins? C'est pourquoi le Secours national, inspiré par la pensée de notre cher et glorieux maréchal, a décidé de placer dans nos campagnes un certain nombre de petits citadins, provisoirement éloignés de leur famille pour des raisons alimentaires, mais que la vôtre, j'en suis sûr, recevra à cœur ouvert. Ceux qui acceptent d'accueillir quelques mois un de ces malheureux recevront une modeste allocation. Chez les Roufiat, on s'en entretint et l'accord se fit tout de suite. La cause fut entendue. Un seul point restait à régler, fille ou garçon. « Oh, un garçon !» s'écria Adrien, c'est-à-dire un compagnon de jeu pour lui. « Toi, Philéonce, tu parleras quand les poules pisseront. » Le gamin baissa la tête, mais en fait, le grand-père préférait aussi un jeune garçon dans les 10 ou 12 ans, auquel il pourrait confier de menues besognes. Et pour une raison parallèle, les femmes de la maison auraient préféré une fillette. Voilà pourquoi ce samedi 12 juin 1943, attelés à l'âne Baptistou, le vieux et la vieille descendaient vers Murat. Bientôt, en contrebas, parurent les toitures toutes de lauze ou d'ardoise, d'où émergeait le long clocher carré. Sur la place, dans le carré délimité par la milice, une 50aine de gosses, garçons et filles, de 6 à 14 ans, apeurés, se pressaient les uns contre les autres comme des moutons. Arrivés de Marseille par le train, après un long et épuisant voyage, plusieurs changements, 100 tunnels et beaucoup d'escarbilles, ils portaient au cou un collier de ficelle auquel était suspendu un carton d'identité. De plus, en bandoulière, 1 ou 2 musettes en toile remplies d'effets personnels. 2 infirmières en voile marine encadraient ce troupeau, s'efforçant de consoler ceux qui pleuraient. Les familles d'accueil se tenaient autour des barrières, étonnées d'une telle situation, et la répartition commença. On appela le premier nom de la liste, qui se fit de façon alphabétique. Parfois éclatait un drame. Un enfant désigné refusait de suivre son nouveau maître. Il criait, fondait en larmes. Pour quelle raison? Allez savoir. Peut-être parce que les fermiers auvergnats portaient une barbe à faire peur. Enfin l'on cria « Roufiat, Léonce !»
Le vieux s'avança. Il ne restait plus que des filles, une douzaine, toutes plus brunes les unes que les autres. Il se sentit intimidé par ces 12 regards chargés de crainte qui convergeaient sur lui. Laquelle prendre ? L'homme au brassard poussa vers lui la plus proche, une maigrichonne dont la pâleur, devinée sous le hâle marseillais, virait au gris. Cette petite portait 2 musettes comme ses compagnes et serrait contre son cœur un petit ourson de peluche. « Dis ton nom, dit l'homme. »« Zénaïde Pujol, et j'ai 9 ans. » Le vieux prit la main libre de l'enfant qu'il sentait tremblante dans la sienne. Ne sachant trop quoi dire à cette petite inconnue, il se contenta de la tirer doucement vers le charton où attendait la vieille à l'ombre d'un arbre. Quand elle arriva, la vieille leva les bras au ciel. « Mon Dieu, qu'elle est maigre !»« As-tu soif, as-tu faim, ma petite ?»« Oui, j'ai bien un peu faim, dit Zénaïde. » Mais ils eurent un peu de mal à comprendre cet accent marseillais. Heureusement que Léonce en avait rencontré pendant la guerre. Alors remontons vite au Quérol pour qu'on puisse donner à manger à cette petite poulette. La petite s'installa entre les 2 vieux avec son ourson et elle demanda « Mais on est où là ? On est toujours en France ?»« Mais oui, ma petite, tu es à Murat, en Auvergne. » L'âne Baptistou se mit en route et la vieille présenta un peu à la petite ce pays où elle allait vivre pendant plusieurs mois. Tu vois ces montagnes vertes ? Elles s'appellent Cantal. Le Quérol était juché à 1100 mètres d'altitude, sur une échine de montagne couverte de pâturages et de prairies. Arrivée à la ferme, toutes les femmes de la maison l'entourèrent d'affection. « On t'aimera bien, tu verras, mon petit cœur. » Après ce si long voyage et toutes ces émotions, Zénaïde crut sortir de l'enfer et entrer au paradis. Le vieux découpa des tranches de pain. Elle se demandait pourquoi le pain était si blanc et si plein de trous ici, tandis que celui de Marseille était presque noir, compact et gluant. Céleste recouvrit sa tartine de beurre. La petite n'en croyait pas ses yeux. Et elle put en manger 3 tartines. Le paradis. Quand Zénaïde demanda où étaient les kagakou, on lui répondit « Il n'y en a pas ici, il faut aller dehors, derrière les genêts, dans le bois ou dans les tables. Et ici, ils ne lisent pas le journal, alors il n'y a pas de papier. Il faut prendre une poignée de foin, d'herbe ou de feuilles mortes, selon la saison. » Le vieux regarda les pieds de la petite. « Tu sais, ici, les chemins sont pleins de pierres et d'épines. Alors je vais te fabriquer une paire de sabots. En attendant, Adrien va te prêter une paire à lui. »« Oh, pas les 9, hein, dit Adrien, l'air boudeur. »« Si, justement, les 9. Jusqu'à demain, dit le vieux. » Les hommes de métier, ceux qui travaillaient autrefois dans les forêts, en fabriquaient pour le moins 8 ou 10 paires dans la journée. Mais moi, forcément, je vais beaucoup moins vite. Pour finir, il teignit les sabots au jus d'érel, comme ceux d'Adrien. Le soir venu, tout le monde se rassembla solennellement autour de la longue table. Tout au bout, face à face, le drôle et la drôlette s'observaient. Mais Adrien faisait encore la moue, et sournoisement il lui donnait des coups de sabot sous la table. Un peu jaloux que tous les regards soient dirigés vers Zénaïde. Devant chaque convive attendait une écuelle à oreille et une fourchette. Vide encore de bouillon, mais déjà pleine de pain, couronnée de tranches larges et blanches que d'abord elle ne reconnut pas. « Est-ce que tu aimes le fromage au moins ?»« Oh oui, bien sûr, la vache qui rit, le camembert. Oh, mais de ça tu n'en trouveras pas chez nous. Mais tu auras d'une autre, à volonté. Ce soir, tu vois, soupe au fromage, soupe à la fourchette, tu verras, ça remplit bien l'estomac. » Dans l'âtre, les flammes d'un feu de bois léchaient le derrière noir d'un chaudron. Il s'en échappait une bonne odeur d'oignons et de poireaux. Armée d'une louche, la mère remplit chaque écuelle. Quand toutes les soupes furent trempées, Jeff dit les bénédicités. « Bénissez, Seigneur, ce repas que nous devons à notre aimable Providence, et faites qu'aucun de vos fils terrestres
ne manque de ce pain qui vous représente. Amen. Prouvant qu'elle était bonne chrétienne, Zénaïde fit le signe de croix, comme tout le monde, et elle vit alors les convives saisir leurs fourchettes et se mettre à pétrir ensemble les tranches de fromage et les taillons de pain. Les uns et les autres se ramollissaient, se mariaient intimement, produisant un mélange onctueux et filant d'une consistance pouvant être puisée à la fourchette. À Marseille, Zénaïde couchait dans un licage en fer qu'on repliait le matin faute de place. Mais au Quérol, son lit était une simple caisse de sapin garnie de feuilles de hêtre qui bruissaient à chaque mouvement. Le poids du corps creusait tout de suite au milieu une vallée profonde d'où l'eau ne pouvait ressortir qu'en s'agrippant ferme aux planches des deux berges. Les draps de chanvre étaient raides, mais le traversin avait la douceur de la plume dont il était bourré. Tout cela sentait bon, les choses anciennes, la promenade en forêt, la cire qui faisait briller les meubles, le linge frais et la mélisse. Serrant contre elle son ourson Bofi, elle s'enfonça dans la paillasse comme un chaton dans le giron de sa mère. Des bruits montaient de la cour et de la salle, des voix, de gens, de chiens, de vaches, de coqs. Elle s'habilla et quand elle fut dans la salle, elle comprit qu'elle était la dernière levée, que chacun était déjà parti vers sa besogne particulière. Il restait des braises dans la cheminée, une casserole pleine de lait fumant, une cafetière, une motte de beurre, de la confiture et du pain. Quel régal! La confiture d'Erel lui avait laissé la langue toute bleue. « Demain, nous irons t'inscrire à l'école, dit Clémence. À l'école, elle reçut très vite le sobriquet de bouillabaisse. Elle ne sut jamais qui elle devait remercier. Sans doute quelqu'un qui connaissait les nourritures marseillaises. Zénaïde et Adrien, maintenant, riaient ensemble. Leur relation s'améliorait. Zénaïde avait aussi l'occasion de pleurer. Dès qu'elle était seule, ses pensées retournaient à Marseille. Cela lui arrivait tous les soirs dans son lit. Zénaïde se trouvait assise sous le tilleul qui couvrait une partie de la cour, un très vieil arbre au feuillage immense, mais au tronc fendu et demi-creux. De grosses larmes coulaient sur les joues de la drôlette. Mais soudain, Zénaïde n'était plus vraiment seule, puisque la chatte Fanfan avait pris place sur ses genoux. Jeff avait révélé qu'une famille d'écureuils logeait dans le creux de l'arbre. Il les observait avec sa lorgnette. Enfin, la lettre de Marseille arriva, remplie de nouvelles heureuses. Sans doute lui épargnait-on les mauvaises. On engageait Zénaïde à se montrer obéissante, bien élevée et hygiénique, à bien travailler à l'école. On l'embrassait affectueusement et on saluait avec reconnaissance la famille auvergnate qui l'avait reçue. Et cette lettre promettait, à une date incertaine, une visite de sa grande sœur Émilienne. Le 31 juillet, dernier jour de l'école scolaire 1943, l'institutrice disposait d'un petit jardin riche de framboisiers, de fraisiers, de cassissiers et d'un cerisier produisant ses fruits tardifs, dits bigarreaux, qui ont une joue blanche et une joue rouge. Pendant 1 heure, elle y conduisit ses élèves et leur dit de manger tout ce qu'ils voulaient. Les voilà comme une nuée de passereaux qui s'abat sur tout ce qui vermillonne avec gourmandise. Puis les enfants se sont mitraillés en pinçant tous les noyaux entre leurs 2 doigts. Quelle charmante façon de terminer l'année scolaire. Un matin que Zénaïde s'était réveillée très tôt, elle regarda la cour et ce qu'elle vit lui parut si incroyable qu'elle se frotta les yeux. Ce ne fut d'abord que de petites boules rousses tressaillantes. Elle reconnut un écureuil et 2 écureuils en train de s'abreuver. Elle se prit d'un grand amour pour ces bestioles. Jeff lui prêta ses jumelles et elle passa des heures au bord des chemins avec Adrien pour cueillir des noisettes à ses petits protégés. La santé de Zénaïde gagnait en bonne mine. La vie à la campagne et ses nouveaux amis lui apportaient un réconfort qui lui redonnait le sourire. Et quand elle pleurait, Adrien, toujours près d'elle, lui prenait la main.
Ils avaient parfois sous le tilleul des conversations sérieuses. Que voudras-tu faire quand tu seras grand ? Paysan, comme mon père et mon grand-père. Et toi ? Je voudrais être bonne sœur, mais cependant, si je trouve un garçon qui me plaît, peut-être que je l'épouserai. Un jour, Adrien trouva une petite pomme de terre en forme de cœur. « C'est pour toi, dit le garçon. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Tu as remarqué sa forme ? C'est très rare et ça porte chance. Tout le monde a besoin de chance, dit Adrien. Et moi, je voudrais que la guerre ne finisse pas pour que tu restes ici. Dans nos montagnes, il n'y a pas de Père Noël. C'est le Jésus qui se dérange en personne. Mais avec ce froid, on n'est pas sûr que le Jésus aura le courage de descendre du ciel. On verra bien. Ainsi firent-ils, sachant que n'existent vraiment que les choses auxquelles on croit. Puis ils montèrent se coucher dans les lits qu'Augustine avait préalablement tiédis avec la bassinoire de cuivre. Zénaïde s'efforça de rester éveillée pour se mettre à l'écoute des bruits de la maison, se demandant si le Jésus prendrait vraiment la peine. En Auvergne, tout lui semblait possible, un pays de miracles. Bientôt, ce ne fut qu'un grand silence. D'en bas, à travers le plancher, montaient tous les quarts d'heure les sonneries de l'horloge. Alors, l'esprit de la drôlette s'évapora. Il monta comme une fumée de genêt par la cheminée, en direction du ciel, et rencontra justement le Jésus qui en descendait.